Donc, bienvenue à toutes et à tous à ce webinaire qui est organisé dans le cadre du projet Récoltera et qui est consacré aux faits humains dans la transmission des collectifs à vocation économique. Donc, ce webinaire est enregistré afin que nous puissions le diffuser plus largement au sein de nos réseaux respectifs. Et ce que je vous propose, c'est de couper les micros afin d'éviter d'avoir trop de bruit de fond. Et au niveau des questions, de les poser par écrit dans le chat, sachant qu'elles seront traitées plutôt en fin de webinaire. Donc, 2 webinaires ont déjà été organisés dans le cadre du projet Récoltera. Donc, un premier sur les initiatives foncières agricoles citoyennes et un second sur les aspects juridiques de la transmission dans les collectifs à vocation économique. Donc là, il y avait à peu près 150 personnes d'inscrites à ce webinaire, donc qui va durer 2 heures et au cours duquel on aura à la fois des interventions et des témoignages. Et je vais passer donc la parole à Thierry qui va vous resituer le webinaire dans le cadre plus général du projet Récoltera. Merci Muriel. Juste, je précise que Muriel travaille pour la coopération agricole. Voilà. Oui. Qui est un des partenaires du projet. Moi, c'est Thierry Ponce, donc je suis chargé de mission à TRAM, l'association TRAM. Je suis basé à Limoges. Et donc, un peu à l'initiative aussi de ce projet-là, dont on va rappeler les enjeux et les partenaires qui sont réunis, là, qui se sont réunis pour travailler cette question-là. Peut-être afficher le diaporama, Floriane. Juste quelques diapos là pour vous présenter un peu le projet. En attendant, donc. Voilà. Est-ce que les diapos nous seront transférés? Oui, il y a quelques diapos, mais qui sont très générales, hein, donc on pourra vous les transmettre si vous le souhaitez. De même que l'enregistrement, donc l'émission, vous avez été aussi averti au moment de l'inscription, mais l'émission est enregistrée, elle sera retravaillée pour enlever certaines petites choses, et puis on pourra la diffuser largement à toutes les personnes qui sont inscrites. Donc sur le projet Récoltera, c'est un acronyme, hein, vous avez l'habitude des différents projets, chacun cherche un petit nom qui lui va bien. Là, l'idée, c'est de réunir des personnes, des organismes qui s'intéressent à tout ce qui se passe autour de la transmission dans les collectifs à vocation économique. Donc, c'est un projet qu'on a déposé en septembre 2022 et qui se termine cette fin 2024. L'enjeu derrière ça, c'est de répondre aux défis du renouvellement des générations, hein. Donc, on l'a vu dans les webinaires précédents. Et on sait que la démographie agricole étant ce qu'elle est, il y a un gros défi autour du renouvellement des générations dans l'agriculture. Et ça impacte aussi, bien sûr, les collectifs à vocation économique. Et c'est vraiment ce à quoi on voulait s'atteler. Regarder un peu ce qui se passait quand on était dans ces moments de transmission au sein des collectifs à vocation économique. Donc, les objectifs du projet, c'est de caractériser les spécificités de la transmission reprise au sein des organisations collectives, analyser les situations concrètes de transmission, donc comment ça se passe, qu'ont mis en place les collectifs pour faciliter ces transmissions. Et puis, c'était aussi un volet préconisation et puis monter en compétence des accompagnateurs des collectifs. Et bien sûr, diffuser les résultats après. On va y arriver très bientôt en cette fin d'année. Et ce webinaire participe à la diffusion des résultats aussi. Donc, quand on parle de collectifs à vocation économique, vous avez là la diversité des collectifs auxquels on s'adresse. Ça peut être effectivement très divers, des foncières, comme peut en accompagner Terre de Liens, des coopératives, des CUMA, des fermes collectives avec différentes formes possibles, GAEC, SCOP, etc. Des collectifs autour de la main-d'œuvre. C'est pour ça qu'on a dans les partenaires services de remplacement, par exemple. Ça peut être des magasins de producteurs,
toute organisation collective qui s'organise autour de l'aspect économique. Et du coup, c'est aussi, on s'adresse, vous avez compris, à toutes les formes juridiques. Elles ne sont sans doute pas toutes là dans cette fleur des formes juridiques, mais vous avez les principales que l'on rencontre, bien sûr, et des fois des interactions entre elles, bien sûr, parce qu'on peut être aussi, on peut faire partie d'un GAEC et puis adhérer à une CUMA, livrer des productions à une coopérative, faire partie d'une SARL sur du photovoltaïque et faire partie d'un magasin de producteurs, par exemple. Donc, c'est bien l'interaction aussi entre toutes ces formes-là qui nous intéresse. Donc, on a l'essentiel du démarrage du travail, ça s'est fait en regardant ce qui se pratiquait au niveau des collectifs. On a enquêté plus d'une trentaine de collectifs dans toute la diversité qu'on vient d'apercevoir. Et on a identifié des grandes portes d'entrée pour aborder la transmission. Et c'est pour ça que maintenant, on a tendance à parler des transmissions. Il y a bien sûr les entrées et les sorties. Il y a les aspects compétences, transmission des compétences, comment on transmet aussi l'organisation de l'activité. Un gros point sur la gouvernance. Et puis vous avez les pétales qui sont en marron, qui sont en bas, qu'on a déjà traité plutôt dans les autres webinaires, sur les transmissions qui concernent les modalités de financement, les biens immobiliers, le capital. Donc tout ça, on l'abordera pas trop aujourd'hui. On sera plutôt sur les pétales verts et puis bleu clair. Et peut-être si on a un petit peu de temps sur des transversales qui sont la convivialité et puis l'attractivité, mais on va se concentrer aujourd'hui sur les entrées-sorties, les compétences, l'organisation de l'activité et le point important aussi sur la gouvernance. Donc comment on transmet tous ces aspects-là. Donc je passe la parole à Sixtine qui va se présenter et puis nous dire un peu les séquences de ce webinaire. Bonjour à tous, du coup je suis Sixtine, je travaille au sein de Réseau CIVAM, je suis en charge des questions d'installation, transmission et genre en milieu rural et je suis basée dans la Drôme et je vais vous présenter brièvement, mais ils auront certainement l'occasion de compléter les intervenants et intervenantes qui sont un peu autour de cette table ronde. Donc on va avoir Hélène Brive qui est enseignante chercheuse en sociologie à Agrapol au sein d'Isara. On a Virginie Rousselin, qui est accompagnatrice à l'ACTAG, qui est l'association tarnaise pour le développement de l'agriculture de groupe. On a Céline Riolo, qui est directrice de Fermes Partagées, qui est une structure d'accompagnement et d'outillage des fermes collectives et coopératives en Auvergne-Rhône-Alpes. On a Lise Ollier, qui est une associée du GEC de la Grangette en Isère, une ferme en élevage, transformation dans le direct. Et enfin, on a Étienne Marolo, qui est président de la CUMA de l'Argency, une CUMA d'une 60aine d'adhérents dans les Deux-Sèvres. Voilà. Et donc, on va fonctionner avec une sorte de table ronde. En gros, on va aborder différentes thématiques autour du fait humain au sein des transmissions. Ces thématiques vont être un peu autour des entrées-sorties dans un premier temps. Puis, on va passer à la thématique des compétences, comment on transmet les compétences et l'organisation du travail. Et enfin, on parlera de la gouvernance. Et donc, on va faire intervenir ces différentes personnes sur différents sujets à travers différentes questions. Voilà. Et donc, on vous invite, si vous avez des questions pendant ces témoignages et apports, à ne pas hésiter à les poser sur le chat. On les relève et on prendra un temps en fin de webinaire pour les traiter. Voilà, et donc j'entame avec Lise. Est-ce que tu peux nous préciser ce que vous avez mis en place au sein de votre GAEC pour justement faciliter les entrées et les sorties? Est-ce que vous m'entendez? Très bien. Ok, super, merci. Donc nous, on est en GAEC, on est 4 associés, on a 3 salariés. Donc c'est un GAEC assez ancien qui a connu, c'est un GAEC qui a 30 ans et qui a connu de nombreuses entrées et de nombreuses sorties en 30 ans.
Les 4 associés, là, aujourd'hui, la dernière équipe en place, on est arrivés tous au compte-gouttes un petit peu depuis 2016. On a une particularité qui facilite les entrées-sorties et qui est assez notable, c'est qu'on est une ferme communale. C'est-à-dire que la ferme communale, ça sous-entend des parts sociales assez faibles, ce qui permet financièrement en fait d'être attractif, de présenter des parts sociales qui sont pas trop élevées pour les futurs arrivants. Donc c'est notable parce qu'en GAEC, en ferme laitière, vache laitière, industrie lourde, entre guillemets, parce que ça veut dire quand même des gros investissements pour produire du lait, pour transformer du lait, etc. Les parts sociales, souvent en élevage laitier, sont très élevées. Nous, ce n'est pas trop le cas. Et ça, c'est la ferme communale qui le permet. Et ça nous aide beaucoup. Ensuite, la deuxième chose, c'est qu'on a la possibilité, du coup, on demande à ceux qui veulent entrer dans la structure de faire au moins 2 ans chez nous, en salariat ou en stage test, qui est un dispositif qui est présent en Rhône-Alpes, qui permet en fait de financer les personnes qui sont en stage test chez nous, de les financer par des aides de la région ou par Pôle emploi. Et ça, du coup, c'est quelque chose qu'on utilise beaucoup, le stage test, qui nous permet d'essayer, que les candidats s'essayent chez nous et que nous, on puisse les tester aussi. Et on s'était rendu compte qu'1 an, c'était beaucoup trop court, parce qu'au début, c'était 1 an. On proposait aux gens de rester au moins 1 an avant de conclure sur l'installation ou pas de la personne. On s'est rendu compte que c'était très court parce que déjà, il faut tester toutes les saisons de l'année sur la ferme parce que toutes les saisons sont vraiment différentes. Le travail est différent et l'intensité est différente. Donc, on s'était dit, il y a ce truc-là. Et puis, il y a que quelqu'un qui veut s'installer, nous, dans le GAEC, les principales installations, c'est avec des aides, avec la dotation jeunes agriculteurs. Et du coup, cette DJA, pour l'avoir, ça demande des grosses procédures. Et donc, il y a vraiment une nécessité d'anticiper parce qu'en fait, il y a au moins 6 mois, si ce n'est plus, de procédures pour demander la DJA. Donc, si la personne elle reste qu'1 an, ça veut dire en gros qu'elle a fait 6 mois de boulot et puis 6 mois, elle a fait 6 mois chez nous. Puis au bout de 6 mois, elle commence déjà à faire des procédures pour la DJA, son PPP, le parcours installation. Et en fait, c'est beaucoup trop court. Nous, c'est ce qu'on s'est dit. Donc voilà, nous, c'est une demande et 2 ans, ça permet quand même aux candidats de vraiment se rendre compte de si ça leur convient ou pas et nous, de nous rendre compte si ça va aussi. Donc ça facilite, en tout cas, ça permet vraiment de prendre le temps d'un vrai test pour pas avoir de déboires derrière. Et puis, du côté des sortants, on a quand même remarqué qu'il y avait une grande nécessité de... Alors nous, les derniers sortants, c'était des personnes qui partaient à la retraite. Et on s'est quand même rendu compte que pour faciliter leur sortie, il fallait discuter avec eux de l'anticipation des droits à la retraite, de vraiment les sensibiliser sur faire leurs calculs, se rendre compte de qu'est-ce que ça veut dire une retraite agricole, et de bien anticiper comment ils vont faire financièrement derrière, en fait. Parce que si ça, c'est pas clair pour eux, le jour où ils sortent, en fait, c'est l'effondrement, quoi. C'est la catastrophe. Et ça s'est déjà passé chez nous, où le sortant, il se rend compte qu'il n'aura jamais assez d'argent à la retraite, qu'il ne pourra pas vivre avec ça, et que donc, finalement, il ne sort plus. Et là, c'est quand même, ça change beaucoup de choses, puisque dans le processus, on avait acté sa sortie, tout le monde avait acté, et l'arrivant allait racheter les parts du sortant. Donc, il y avait tout un processus un peu établi et confirmé, qui finalement tombe à l'eau, parce que la personne avait mal anticipé le volet droit à la retraite. Donc, nous, on essaie d'aller sur ça. Et la dernière chose, ça va être, on voit aussi que sur notre GAEC, on a des comptes courants associés. Donc, en fait, ça va être l'argent que l'on doit à l'entreprise ou que l'entreprise doit à ses associés. Et on se rend compte que si on ne surveille pas ces comptes courants d'associés et qu'on n'anticipe pas comme il faut de les gérer, en fait, de les vider, notamment s'il y a de l'argent dessus, et au moment du départ, ça peut être conflictuel, problématique parce que le GAEC n'a pas la trésorerie pour payer ce qu'il doit à l'associé qui part. Et à l'inverse, si l'associé doit de l'argent à l'entreprise, c'est aussi problématique s'il n'y a pas eu d'anticipation.
Donc ça, c'est aussi quelque chose qui nous a causé des déboires et auquel on fait attention aujourd'hui, de les suivre, en fait, de les suivre au fur et à mesure des années et pas que quand il y a quelqu'un qui veut sortir, quoi. Voilà, donc c'est un peu les points sur lesquels on a... En fait, à chaque fois qu'on a des déboires, eh ben, on invente autre chose et on se met à faire attention et on se met à avoir de nouvelles règles de fonctionnement parce qu'on a eu des déboires, quoi. Voilà, c'est un peu l'idée. D'accord. Merci Lise. Je vais passer la parole à Étienne maintenant. Du coup, qu'est-ce que vous avez mis, vous, en place de votre côté au sein de la CUMA pour justement faciliter ces entrées-sorties d'adhérents? Ah, tu n'as Est-ce pas... que vous m'entendez? Si, ça y est, c'est tout bon. Si, ça y est, vous m'entendez? Oui, tout à fait. Bon, mais... Alors, moi, je suis agriculteur dans les Deux-Sèvres, sur le nord des Deux-Sèvres, et je suis adhérent d'une CUMA à l'échelle communale aussi. Donc, nous, on a une soixantaine d'adhérents réguliers sur la CUMA. Notre politique d'entrée, c'est surtout pour les jeunes installés. On a la chance d'avoir une commune où il y a beaucoup de jeunes qui s'installent. On attend encore 2 installations l'an prochain. Nous, notre politique d'entrée et d'accès au matériel agricole de la CUMA, on donne la possibilité à toute personne souhaitant rentrer d'utiliser tout le matériel disponible à la CUMA avec facturation au tarif validé l'année d'avant. Et à la fin de la première année d'utilisation, on se réunit avec le jeune installé et on lui demande de faire le listing de ce qu'il souhaite utiliser comme matériel pour son exploitation. À partir de là, nous on fonctionne au pourcentage de capital social. Avant, on était à 20% de capital social, donc par rapport au montant d'investissement du matériel. Et on est descendu à 15% avec l'augmentation très nette du prix du matériel parce que les sommes deviennent très élevées. Et on propose aux jeunes de faire cet appel sur 3 ans pour diluer un petit peu l'apport de trésorerie, quoi. Voilà pour la partie entrée. Pour la partie sortie, c'est essentiellement des personnes retraitées. Donc là, c'est des gens qui travaillent dans la CUMA depuis longtemps. Donc il y a un remboursement des parts sociales en fin d'activité. En ce qui concerne mon cas, par exemple, moi j'ai été en GAEC avec mon père avant. Donc moi j'ai repris les parts de mon père, les parts sociales de la CUMA. Donc ça a été un transfert seul. Quand c'est pas dans le cadre familial, en général, c'est les parts sociales qui sont recédées aux cédants et c'est un appel qui est fait par la suite à celui qui remplace, quoi. Je reviens sur la partie nouveaux arrivants que je n'ai pas précisé. La première année permet aussi de déterminer aux jeunes si, en fait, c'est une année d'essai, quoi. Il peut ne pas être satisfait du service proposé par la CUMA, donc sans prise de part sociale, et en fait, c'est quelqu'un qui ne travaillera plus avec nous. Mais l'inverse est possible aussi, c'est-à-dire que si nous, on considère que cette personne n'est pas bénéfique pour la CUMA parce que soit elle ne prend pas soin du matériel, soit elle ne règle pas ses factures dans les délais prévus, on a aussi notre mot à dire pour accepter ou non cette personne. Voilà ce que je peux dire sur les entrées et sorties de la CUMA. Merci Étienne. Du coup, on voit bien que la possibilité de se tester dans le collectif semble essentielle, avec 2 formes un peu de tests pour les 2 témoignages. Céline, est-ce que tu peux nous en parler? Virginie, pardon. C'est à Virginie que je passe la main de la TAG. Bonjour. Alors déjà, je voulais remercier les 2 témoignages précédents parce qu'ils ont bien préparé le terrain. Dans les 2 situations, en fait, on a des périodes d'essai qui ont été mises en place.
Dire que c'est vraiment essentiel en fait d'avoir des dispositifs qui permettent de se tester dans le collectif. Et pourquoi c'est important? C'est parce qu'en fait, on ne devient pas associé d'un GAEC ou administrateur ou responsable d'une structure collective du jour au lendemain. En fait, il suffit pas de le décréter et de l'écrire quelque part sur un papier pour que ça soit vécu comme ça dans la tête par ceux qui entrent et ni par ceux qui accueillent en fait. Et qu'il y a un temps d'apprivoisement, un temps d'apprivoisement et de maturation qui est nécessaire. Et dire que, en fait, quand on arrive dans un groupe, on a des illusions, en fait. Enfin, et c'est normal, en fait, c'est chouette et c'est ce qui donne aussi envie de s'engager et d'aller dans le collectif. Mais il y a des illusions qui portent sur le projet. On a des idées sur comment on pense que sur ce qu'on pense que va être l'activité, sur ce qu'on va faire. On a des idées sur ce qu'on s'imagine que va être la CUMA. On a des idées sur plein de choses et il y a besoin de confronter ça à la réalité. Et puis on a aussi des idées ou des illusions qui portent sur les autres. En fait, quand on a envie de travailler avec les gens d'une CUMA, on se dit c'est parce qu'ils sont trop sympas, ils sont trop chouettes, ils sont super accueillants. Le responsable est trop bien, j'ai envie de m'associer avec les associés de la ferme de la Grangette parce que j'ai rencontré Lise, elle est trop cool, et le cédant, il est trop sympa. Et donc, en fait, au départ, on a envie de faire des choses avec des gens parce qu'on se trouve des points communs. Et en fait, alors c'est important, mais ce n'est pas suffisant pour pouvoir ensuite construire, trouver sa place dans le groupe et construire quelque chose ensemble. Ça veut dire qu'il faut aussi avoir identifié en dehors des points communs tout ce qui nous différencie et en quoi la réalité, elle est aussi un peu différente de ce qu'on avait imaginé. Du coup, la période d'essai, c'est ce qui va vraiment permettre de sortir un peu de cette phase d'illusion positive pour rentrer dans quelque chose qui va être aussi un peu avoir une meilleure interconnaissance et s'engager en connaissance de cause. Et donc, le test, c'est vraiment c'est tester à la fois le projet de est-ce que ce que j'ai envie de faire et est-ce qu'il y a une place pour moi là, est-ce que c'est réaliste, est-ce que de le faire et est-ce que c'est vraiment avec ces gens-là que j'ai envie de le faire. Et du coup, le test, c'était Lise et Étienne m'ont très bien dit en fait, le test, c'est pour que ça soit un vrai test, il faut que ça marche dans les deux sens. C'est à la fois un test pour celui qui arrive, mais c'est aussi c'est lui qui teste si ça lui convient, mais c'est aussi le groupe qui accueille, qui teste si est-ce que cette personne, elle nous correspond en fait. Enfin, voilà, est-ce que nos pièces de puzzle, elles s'assemblent et est-ce que ça permet de faire quelque chose ensemble, quoi. Et Lise, elle l'a très bien dit en fait. Elle l'a dit, c'était à la fois pour celui qui arrive, c'était aussi pour nous et c'est aussi pour le cédant pour lui permettre de faire le chemin. Et Étienne l'a dit, en fait, il a dit aussi, nous, on n'exclut pas à la fin de l'année, si ça ne marche pas, de dire, en fait, c'est pas possible. Du coup, une vraie période d'essai, il faut que chacun se sente vraiment libre de pouvoir dire oui ou de pouvoir dire non à la fin. Et du coup, qu'il y ait une vraie réversibilité de la période d'essai. Et j'insiste là-dessus parce que dans la pratique, c'est pas toujours comme ça que ça se passe. Parfois, les gens, à partir du moment où ils engagent la période d'essai, ils ont l'impression que, maintenant, on s'est quelque part, on s'est un peu engagé et du coup, mais s'il n'y a pas ça, du coup, c'est pas une vraie période d'essai. Et après, du coup, il y a une multitude de formes juridiques qui permettent de faire des périodes d'essai. Alors, on a vu on a eu l'exemple pour la CUMA, il y a plein d'exemples dans des magasins de producteurs, dans des coopératives. Si je parle juste rien que sur les exploitations, Lise, elle nous a dit que chez eux, ils activaient soit des dispositifs de stagiaires, ils mobilisent aussi des périodes de stage, des périodes de test sous forme de stage. Donc, il y a tous les stages possibles, imaginables, il y a toutes les périodes de salariat, il y a aussi de l'entraide. Il y a j'ai vu qu'il y avait pas mal de collègues là du réseau Reneta, donc les périodes de test qui peuvent se faire sous forme de contrat CAP avec un espace test agricole. Il y a des gens qui rentrent comme associés avec moins de 10%. Et puis, voilà, il y a plein de dispositifs. Il faut trouver il y a des dispositifs qui sont aussi en cours de réflexion, comme GAEC et Sociétés essayent de mettre en place un dispositif qui puisse être étendu à l'ensemble du territoire français sur le droit à l'essai pour permettre à des gens de se tester. En tous les cas, il y a plein de dispositifs. Et par contre, ce qui est important, c'est de bien définir le dispositif dans lequel on veut rentrer
Et le dispositif, dans ce qui va permettre le choix, il y a définir quelle est la durée, quel est le statut social, que veut avoir la personne qui va être là-dedans, ses modalités. Quand on est dans des collectifs à vocation économique, donc du coup, avec quelle modalité de rémunération? C'est pas du tout la même chose si on est associé à moins de 10%, ou si on est stagiaire, ou si on est salarié. Et après aussi, les modalités de partage de la richesse pendant cette période-là. Et le partage des risques. Parce que voilà, si j'accueille quelqu'un en stage, ça veut dire que c'est moi qui continue à supporter tous les risques de la mise en place de l'activité. Ce n'est pas la même chose que si c'est quelqu'un qui est en cap. Donc, il y a toutes ces réflexions-là. Je ne sais pas combien voilà, je vérifie le temps. Et le dernier truc que je voulais dire, c'était peut-être sur les conditions d'une période de test qui soit utile, en fait. Enfin, pour que la période de test soit utile. Parce qu'on a parfois des gens qui font des périodes de test et puis au bout d'un an de période de test, ils en sont toujours au même stade, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas plus avancé dans la décision de s'associer, pas s'associer, est-ce qu'on y va, est-ce qu'on n'y va pas. Donc il y a ce qu'a dit Lise en fait, quelle est la bonne durée pour nous selon l'enjeu, selon ce qu'on veut tester, parfois 6 mois c'est suffisant, des fois c'est pas suffisant, des fois c'est 1 an, des fois c'est 2 ans. Bien clarifier ce qu'on veut tester et comment on va le tester. Si on veut tester la résistance à la charge de travail, et que en fait, pour préserver le jeune qui arrive, on lui dit non, c'est pas la peine que tu bosses le week-end. Tu auras bien le temps une fois que tu seras installé. Du coup, on ne teste pas dans des vraies conditions. D'avoir des points d'étape réguliers. Et aussi d'avoir bien défini qu'est-ce qui se passe à la fin de la période d'essai si on s'installe, mais aussi avoir défini qu'est-ce qui se passe si la période d'essai n'aboutit pas. Moi, j'ai vu quand même pas mal de périodes d'essai où, à la fin, c'était des pugilats et des règlements de compte parce qu'une personne a eu l'impression d'avoir travaillé gratos, pas cher pour quelqu'un, d'avoir peut-être amélioré sa ferme, et du coup d'avoir été, entre guillemets, exploité pendant cette période d'essai. Et ça, c'est pas toujours suffisamment bien travaillé. Voilà. Et je vais passer. Je sais que Céline doit parler de comment on se fait accompagner pendant cette période-là. Donc, je fais la transition, mais pour moi, c'est aussi être accompagné pendant la période d'essai, c'est aussi aider à bien cadrer les objectifs, faire des points réguliers. Et une personne extérieure va oser mettre les pieds dans le plat ou poser des questions que le groupe ne poserait pas toujours. Et donc, ça, c'est aussi un élément important dans la période d'essai. Voilà. Merci Virginie pour cette transition du coup vers Céline des fermes partagées. Du coup, est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce qui est mis en place sur les projets de nouvelles entrées que vous accompagnez au sein des fermes collectives avec fermes partagées? Bien sûr. Enfin, déjà, il faut différencier, je pense, les entrées d'associés en cours de construction du projet, donc au moment de l'installation ou dans un projet qui est déjà existant, en fonctionnement, etc. Parce que ce n'est pas tout à fait la même construction, puisqu'il y en a une partie, la première étape, quand on est en phase encore d'émergence du projet, où c'est comment intégrer une nouvelle personne dans la construction de ce projet, mais le projet n'est pas encore existant. Souvent, les collectifs, donc nous, on accompagne des fermes collectives qui sont intéressées par les fermes coopératives, en SCOP et en SIC, donc on est plutôt sur des grands collectifs, on est rarement sur des collectifs de 3 personnes, on est plutôt sur des collectifs entre 5 et 10 personnes. Ils se posent la question de quand est-ce que c'est le bon moment d'intégrer et de faire rentrer des nouvelles personnes dans notre projet. En soi, il est tout à fait possible, si le collectif est prêt à prendre du temps à correctement intégrer ce nouveau porteur associé dans le projet, de l'intégrer encore à la phase d'émergence. Donc ça, c'est une première chose. Ce dont on se rend compte, c'est que ces projets-là de fermes collectives sont des projets souvent très attractifs pour des porteurs et des porteuses de projets. Et ils sont fortement sollicités pour donner à voir, montrer, expliquer leur organisation, et fortement sollicités pour accueillir différents stagiaires sur différentes durées au sein de leur ferme. Et du coup, c'est très rapidement des questions qui se posent de comment le collectif définit le processus d'intégration de nouveaux potentiels associés.
Il y a autant de procédures et de process que de fermes. Par contre, ce dont on se rend compte, c'est que s'il n'est pas existant, c'est un risque de tension. Donc, Virginie l'a un petit peu expliqué. Hein. Donc, les points communs, en tout cas, sur les différents process que nous, on a accompagnés à construire et qui ont été mis en place sur les différentes fermes collectives du réseau, c'est déjà une progressivité dans cette phase d'entrée. On est différent. En fait, il n'y a pas un temps de test, il y a plusieurs temps de test. Il peut y avoir déjà un premier temps de découverte de la ferme avec une immersion pendant 1 semaine, 2 semaines, puis un temps plus spécifique sur un atelier pendant 2 mois, puis ensuite vraiment une candidature à dire j'ai envie de m'engager dans cette ferme et d'aller plus loin dans cette phase d'intégration. Et du coup, on va rentrer dans la phase test qui va durer généralement au moins toute une saison, donc 1 an sur un atelier qui est soit en création, soit rejoindre un atelier qui est déjà existant. Ce qui est important, et Virginie l'a dit tout à l'heure, c'est de critériser un petit peu sur quels éléments on va pouvoir dire si le test est réussi ou non. Puisque forcément, il y a des liens qui vont se créer, des relations interpersonnelles qui vont se créer entre les différentes personnes, et on est tous des personnes subjectives, mais en tout cas, on peut oublier certains critères qui, pour autant, sont importants dans la nature du projet ou la finalité du projet, de par ces relations interpersonnelles qui vont exister. Du coup, tout ce travail-là préparatoire de dire c'est quoi nos critères pour avoir un associé qui est compatible avec notre ferme, voilà, en termes de valeur, en termes de vision, en termes de rapport au travail, de rapport à l'argent, tous ces éléments-là, c'est important de les travailler en amont. Ça ne veut pas dire qu'ils sont immuables, mais ça veut dire ne pas oublier, quand on fait des points réguliers dans cette phase de test et d'intégration d'un nouvel associé, ou pas d'ailleurs, de bien rebalayer à 360 tous ces éléments-là au fur et à mesure de la mise en place, du test et la réalisation. Ce dont on se rend compte aussi, c'est que il y a dans la transmission et dans l'intégration au sein d'un collectif qui est déjà existant, il y a aussi tout ce qui fait le projet, tout ce qui est l'historique du projet, pourquoi telle décision a été prise à tel moment pour mettre ça en place, etc. Et ça aussi, c'est toute une matière immatérielle au-delà de l'organisation même du travail qu'il est important de réussir à transmettre et à formaliser. Donc, il y a certaines fermes qui ont ce travail-là avec des écrits, avec des frises, avec des moments clés et importants structurants dans l'histoire de la ferme. Et cette transmission-là est aussi précieuse pour avoir une bonne compréhension de la nouvelle personne, de ce qu'est la ferme et du coup ce qui la constitue, et de savoir si ça correspond bien aussi à son projet. Donc ça, c'est vraiment sur les phases d'intégration et de test. Donc, voilà, je ne vais pas revenir sur les différentes modalités qui sont mises en place au sein des fermes collectives. Il en existe plein, comme tu l'as dit tout à l'heure, Virginie. Et puis après, le retour, c'est aussi comment on accompagne aux sorties. Alors nous, dans les collectifs, notamment sous forme coopérative, de par le capital variable de la structure, on n'est pas forcément sur une entrée est égale à une sortie. Non, une sortie est égale à une entrée. Enfin voilà, quand le collectif est constitué, il peut y avoir des ateliers qui vont se créer si la ferme a la potentialité d'accueillir d'autres types d'activités, ou des nouveaux associés qui vont venir renforcer et développer un atelier pour augmenter son potentiel de production s'il y en a encore en réserve. Mais du coup, on n'est pas forcément sur une entrée est égale à une sortie. Néanmoins, la question de la sortie, c'est comment on accompagne aussi et quel est le rôle de la ferme collective et du collectif dans l'accompagnement. Et tu l'as bien illustré tout à l'heure, Lise, sur l'accompagnement à la sortie et comment vous avez appris collectivement à améliorer ce processus, notamment dans le cadre d'une retraite. C'est qu'est-ce que la ferme a envie, comment elle a envie d'accompagner la sortie, que ce soit vers un autre type de projet, vers une autre installation, etc. Ou si ce n'est pas la ferme directement qui accompagne cette sortie-là, c'est comment elle peut solliciter une aide extérieure pour accompagner les évolutions du collectif et les sorties du collectif. Nous, par exemple, au sein des fermes partagées, c'est une question qui a été soulevée par nos administrateurs, les fermes qu'on accompagne dites au long cours. Donc, c'est vraiment des fermes qu'on accompagne
tout au long de leur vie, enfin, en tant qu'elles sont membres de notre coopérative. Et s'est posé la question sur les sorties. Est-ce que du coup, ça fait partie de l'accompagnement de la ferme, d'accompagner les associés sortants dans leurs nouveaux projets et du coup, comment on prend soin de ce facteur humain-là aussi au moment de la sortie du groupe. Et du coup, il a été décidé que oui, la contribution coopérative qu'on a mis en place sert aussi à accompagner les individus dans la sortie du collectif. Voilà, sur les processus d'entrée et les sorties. Ah oui, et également sur les sorties, tout comme elle est définie dans le protocole d'intégration, l'entrée des associés, le processus de sortie du collectif doit aussi être discuté sur quand est-ce qu'on l'annonce, quel préavis on peut donner. Alors ça, c'est bien évidemment quand c'est une sortie anticipée et préparée, hein, si c'est un accident de travail de la vie ou une incapacité, c'est d'autres processus. Mais en tout cas, à la sortie, de dire quels sont les préavis, quel est l'accompagnement, avec tous les enjeux qui vont être liés en termes d'organisation du travail, en termes de transmission du capital et revente des parts sociales si nécessaire, de reprise de l'atelier. Est-ce que ça veut dire maintien de cet atelier-là? Est-ce que ça veut dire recrutement d'un nouvel associé pour reprendre cet atelier ou dispatch par les autres associés toujours présents de cette activité-là? Enfin, voilà. En tout cas, il est nécessaire aussi de réfléchir et de se mettre d'accord sur quel est le préavis juste pour chaque individu composant le collectif et aussi pour la ferme et pour son ensemble dans la soutenabilité de ces sorties en termes de préavis et de protocole d'accompagnement à la sortie. Merci Céline. Et du coup, tu fais une belle transition. Je vais repasser la main à Virginie. On l'a du coup bien entendu, le fait qu'un départ, ça s'anticipe. Une transmission, c'est aussi un projet humain. Et du coup, comment tout ça peut s'anticiper? Qu'est-ce qu'il faut prendre en compte, et y compris pour des départs précipités? Ouais. Alors, je vais redire peut-être des choses qu'a dit Céline un peu différemment, et puis je vais aussi compléter. Peut-être dire qu'une sortie, déjà, c'est quelque chose de normal dans la vie d'un groupe. On entre dans un groupe, on y reste et on en sort un jour. Et qu'il y a mille et une raisons de sortir d'un groupe. On peut sortir pour retraite, on peut sortir pour mésentente, on peut sortir pour maladie, on peut sortir pour reconversion professionnelle. C'est quelque chose qui est inhérent en fait à un groupe. Et parfois, ce qu'on observe, c'est qu'il y a beaucoup d'attention qui est portée sur les entrées d'associés, mais pas toujours autant sur les sorties, en fait, ou sur préparer les sorties. Et la focale dans les accompagnements est parfois mise davantage sur la personne qui va entrer que sur le cédant. Et moi, je partage le point de vue de Céline et des fermes partagées. C'est que si on veut qu'une transmission se déroule bien, mais c'est nécessaire d'accompagner autant le sortant que l'entrant, parce que à tous les niveaux, y compris humainement, parce qu'en fait, pour qu'une transmission se passe bien, c'est important que la sortie se passe le mieux possible. Et une sortie, il y a toujours il y a deux projets qui sont concomitants. Il y a le projet de celui qui part et puis il y a le projet de ceux qui restent. Et à un moment donné, il y a aussi une négociation qui va devoir être nécessaire en fait sur des aspects pratico-pratiques et aussi financiers entre ceux qui restent et ceux qui partent et entre ces deux projets. Et plus le projet de ceux qui restent sera clair et plus le projet de celui qui part sera clair, et plus cette discussion, cette négociation, elle a des chances de se dérouler de manière efficace et sereine. Or, c'est ce qu'a dit Lise, en fait, c'est que ça prend du temps aussi. Ça peut prendre du temps pour le groupe de savoir comment il rebondit, mais ça peut prendre aussi pas mal de temps pour celui qui sort de clarifier qu'est-ce qu'il veut et comment il le veut. Et donc, du coup, il y a un temps qui est nécessaire, en fait, de maturation.
Et si on veut que la transmission se passe, c'est important, d'une part, pour le groupe, d'avoir bien identifié quelles vont être toutes les conséquences de la sortie de l'associé. Alors, il y a évidemment les conséquences financières, techniques, économiques. On va devoir faire un emprunt pour acheter des parts sociales, on va perdre certaines subventions, on peut avoir des conséquences juridiques du coup sur c'était cet associé-là qui est propriétaire de tel bâtiment, donc de coup demain qu'est-ce que ça devient, ou c'est l'associé majoritaire du magasin de producteur, ou c'est lui qui a le plus de parts sociales sur tel matériel de la CUMA. Enfin voilà, donc il y a des conséquences qui sont très techniques et pragmatiques. Puis il y a toutes les conséquences humaines, en fait. C'est que le groupe doit se poser aussi la question de, en fait, cette personne dans le groupe, elle a des tâches, mais elle n'a pas que des tâches. En fait, elle a aussi des compétences spécifiques, elle a des talents qui sont utiles dans le groupe, elle a une place spécifique qui lui est propre dans la gouvernance, dans le fonctionnement. Parfois, c'est celui qui met de l'huile dans les rouages, qui fait que c'est grâce à lui que les réunions se tiennent, c'est lui qui va aller voir les uns les autres pour prendre soin d'eux. En tout cas, c'est important que le groupe se pose la question de qu'est-ce qu'on va perdre quand machin ou machine va sortir de notre groupe et comment on va faire face à ça et c'est quoi notre nouveau projet. Et de l'autre côté, pour le sortant, et là, parfois, c'est difficile de le faire tout seul. Et c'est voilà. Et des fois, c'est là où, en tant qu'accompagnateur, on peut aussi aider le sortant à se poser les bonnes questions sur qu'est-ce qu'il veut faire après, quels vont être ses besoins. En fait, ses besoins. Alors, Lise, elle a parlé des besoins financiers pour vivre, mais ça peut être pour se réinstaller, ça peut être est-ce que la personne veut rester vivre sur place, à quelle échéance est-ce cette personne peut partir, mais à quelle échéance elle veut partir. Parce que c'est pas parce que j'ai le droit à la retraite dans un an, mes associés peut-être s'imaginent que je vais partir à la retraite dans un an parce que j'ai droit à la retraite dans un an. Mais c'est pas pour autant que la personne veut réellement partir dans un an. Et puis, comment est-ce que la personne qui sort, elle est prête à aider les cédants à reprendre ses missions? Comment est-ce qu'elle est prête à les accompagner? Est-ce qu'elle est prête à faire un travail de tutorat, de formation? Et est-ce que la personne qui sort, elle veut conserver une place une fois qu'elle sera sortie? Et quelle place? Avec quel statut? Avec quelle rémunération? Et est-ce que le groupe a envie que la personne garde une place? Et c'est pas des choses qui sont faciles à parler, en fait, mais qui sont nécessaires à parler. Parce qu'en fait, quand la personne continue d'occuper de la place, une place que les autres n'ont pas forcément envie, ça peut être problématique. Donc ça, c'est important de le faire. Et je dirais qu'il y a deux points sur lesquels j'aimerais attirer l'attention. C'est quand quelqu'un part. C'est comment on prend soin de cette sortie, comment on prend soin de la personne qui s'en va pour qu'on puisse se quitter en paix, comment on se dit au revoir et comment on se dit merci, en fait. Voilà, comment on remercie la personne pour tout ce qu'on a fait ensemble et comment on honore, en fait, le chemin qui a été parcouru ensemble et de le faire en prenant soin de ça. Voilà, alors, ça, c'est dans le meilleur des cas, c'est quand c'est possible. Et puis, il y a les sorties qui peuvent être conflictuelles. Et ce que je voulais dire sur les sorties conflictuelles, c'est ne pas hésiter à recourir à de la médiation, en fait, quand c'est compliqué. Une médiation, elle ne vise pas forcément que à aider les gens à recoller les morceaux pour continuer à travailler ensemble. Une médiation, c'est aussi, ça peut aussi être aidez-nous à nous séparer. Et dans ce qu'a dit Céline, que j'approuve, mais que je renforce, c'est que nous, quand on intervient sur des sorties qui sont conflictuelles, c'est jamais simple de se séparer parce qu'en fait, ceux qui restent et ceux qui partent ont des enjeux qui sont divergents. En fait, ils peuvent avoir des intérêts divergents. Mais c'est d'autant plus difficile que les conditions n'ont pas été bien clarifiées au départ. Et ce qu'on voit, c'est que souvent, les statuts ont été validés, mais pas toujours.
les personnes n'ont pas toujours mesuré toutes les conséquences de ce que voulaient dire les statuts. Donc, par exemple, dans les statuts type de GAEC, il est écrit que pour se retirer, un associé devrait avoir l'agrément de tous ses associés. Alors, ça veut dire, si les autres ne sont pas prêts à me laisser sortir, je suis obligée de rester associé. Des gens découvrent ça parfois quand ils sont en situation de conflit. La question du préavis, elle est pas toujours écrite, pas toujours écrite ou pas toujours correctement. Le règlement intérieur est parfois inexistant ou imprécis. Et il est rare qu'il y ait des pactes d'associés. Et tout ce qui va concerner, c'est beaucoup plus facile de se parler quand on s'entend et quand on va bien. Si un jour, le jour où un de nous va partir, quelles seront nos modalités de réévaluation des parts sociales? Quelles seront nos modalités de réévaluation de bâtiments? Qu'est-ce qu'on souhaite sur l'évolution des comptes pour associés? Qu'est-ce qu'on souhaite comme durée de préavis? D'avoir des choses qui soient le plus précis possible. Ça ne veut pas dire que ça enferme, ça veut dire que le jour où on se sépare, à défaut d'un meilleur accord, au moins il y a des choses qui auront été posées, quoi. Et trop souvent, en fait, c'est des choses qui ne sont pas suffisamment claires, quoi. Et qui, du coup, déjà, c'est pas simple de se séparer, mais quand on rajoute du flou par-dessus, humainement, ça donne tous les ingrédients pour que la séparation soit compliquée. Donc voilà, savoir dire merci, au revoir, Merci. et préparer les conditions. Merci Virginie. Tu clôtures le premier temps d'échange autour des entrées et sorties. Tu as commencé un peu à toucher le temps suivant à travers la transmission des compétences et l'organisation du travail. Je te passe la main, Thierry, du coup. Quelle transition. Effectivement, c'est un des points qu'on a mis en évidence quand on a enquêté auprès de la diversité des collectifs. Bien sûr, les entrées-sorties sont importantes, et puis à chaque fois qu'il y a une entrée et une sortie, il y a des compétences qui rentrent, et puis il y en a qui sortent. Donc, et puis ça peut bien sûr impacter l'organisation du travail, l'organisation du collectif, le savoir-faire équipe, puisque chacun a aussi ses cadres de référence, on va en parler tout de suite. Pour ça, on a invité Hélène Brive, qui va se présenter et qui a notamment conduit un projet autour du parler travail. Donc, qu'est-ce qui est en jeu là, dans cette espèce de coopération entre générations et ces transmissions, notamment quand on parle de ces aspects compétences et puis organisation du travail. Je te laisse te présenter, Hélène. Ok, merci. Merci Thierry. Hélène Brive, je suis enseignante et chercheur à l'ISARA, école d'ingé sur Lyon, et j'ai participé à un projet qui s'appelle Coagile, qui voulait dire vers des collectifs agiles, et qui effectivement était autour de cette question du parler travail dans les collectifs, pour être bien précis là, parce qu'on a parlé de plusieurs sortes de collectifs depuis tout à l'heure, dans les collectifs qui sont autour de la ferme plutôt. Ça pourrait s'appliquer évidemment aux collectifs de travail sur la ferme, mais nous, ce qu'on avait regardé, c'était comment on travaillait ensemble et comment on parlait du travail ensemble, plutôt dans des collectifs de type CUMA et de type groupe de développement agricole tout azimut, on va dire. C'était un projet qui était un projet de recherche-action dont les partenaires principaux étaient donc des chercheurs et puis TRAM et les FR CUMA, Grand Ouest et Région Aura. Et ce qui nous avait donné envie de construire ce projet, c'était le constat d'une difficulté au sein des collectifs de renouveler, une certaine difficulté à renouveler à la fois leurs adhérents et les administrateurs, c'est-à-dire à prendre aussi des responsabilités au sein de ces collectifs. Or, on était largement convaincus que les collectifs sont des ressources très importantes pour
améliorer finalement la qualité de vie au travail et donc l'attractivité aussi de ces métiers, parce que c'est quand même des ressources pour à la fois mutualiser le travail, l'organiser ensemble, réfléchir au changement, concevoir des choses, etc., échanger, se faire conseiller. Enfin bref, vous connaissez ça, vaincre l'isolement d'un travail, oui, qui peut être assez solitaire parfois sur les fermes. Et puis à côté de ce constat, il y avait plusieurs études qui tendaient à montrer que les jeunes générations n'auraient pas les mêmes attentes tout à fait par rapport au travail et pas non plus les mêmes façons de faire le travail. Nous, on avait fait, le groupe de chercheurs là, avec lequel je bossais, on avait fait un travail d'étudiant préalable et qui montrait aussi, qui corroborait ça d'une certaine manière, qu'au sein d'un petit groupe de CUMA, là, effectivement, on parlait bien de travailler comme un vieux. Et travailler comme un vieux, bah, c'était plutôt quelque chose de négatif. Alors, ce qu'on voyait aussi, c'était que il y avait des jeunes qui travaillaient comme des vieux et des vieux qui travaillaient pas comme des vieux, quoi. Donc, l'aspect génération, il faut un petit peu le nuancer. Mais néanmoins, oui, il y a des attentes différentes par rapport au travail. Oui, il y a des façons de travailler qui sont différentes et qui parfois font des petites étincelles au sein de collectifs. Si je caricature un peu, alors je caricature même un peu beaucoup là, travailler comme par exemple, là où ça pouvait frotter entre façon de travailler comme un vieux ou comme un jeune, c'est travailler comme un jeune, c'était vouloir être efficace, aller vite. Et donc ça veut dire, par exemple, en CUMA, que ça va énerver beaucoup si le matériel n'est pas disponible exactement à l'heure qui avait été définie, si les plannings sont pas respectés, parce que moi, à 17h, je dois aller chercher mes mômes à l'école ou parce que j'ai promis à un copain de faire ci ou ça. Et on pouvait avoir des gens qui, au contraire, exprimaient dans le collectif des griefs envers ceux qui travaillaient comme des jeunes, comme ça, de cette manière-là, qui manqueraient de souplesse, qui n'ont pas le temps pour discuter un coup, aller boire un coup, prendre le temps de regarder la machine ensemble, etc., etc. Peut-être faire un mini entretien qui serait nécessaire sur la machine après, enfin voilà, qui n'ont pas de temps à donner au collectif. Et donc, pour revenir à mon projet Coagile, on s'est dit qu'il y avait besoin d'en parler de tout ça, finalement, de ces attentes par rapport au travail et de ces façons de travailler différentes. Et que si on voulait que ces collectifs qui entourent les fermes ils soient plus inclusifs, c'est-à-dire plus en capacité d'attirer et de retenir aussi des personnes parce qu'elles se sentent bien au sein de ces collectifs, des personnes qui auraient un rapport au travail différent, des façons de travailler différentes, soit parce qu'elles seraient soit un effet générationnel, mais pas seulement, soit ça pourrait être aussi des gens qui ont des parcours professionnels différents, des histoires professionnelles différentes et donc des façons de travailler différentes, des attentes différentes, des femmes aussi, qui sont bien minoritaires en CUMA. Et ben, que si on voulait attirer et garder ces personnes-là, il faudrait sans doute être plus en mesure qu'on ne l'est aujourd'hui de questionner ce rapport au travail, ou en tout cas être en mesure d'en parler, d'en échanger au sein des collectifs et ça de manière un peu dépassionnée, au-delà de se dire qu'un tel il travaille comme un cochon ou comme un vieux ou etc. quoi. Donc, dans le projet Coagile, on a essayé de travailler avec les animateurs, essentiellement avec les animateurs de ces collectifs, pour les aider finalement et voir comment ils pouvaient mettre sur la table cette question du travail.
et en particulier la question de qu'est-ce que ça voulait dire pour les uns et les autres de faire bien son travail, quoi. De mettre au cœur la question de la qualité du travail. Qu'est-ce que c'est de faire bien son travail ou de faire pas bien son travail? C'est un projet qui a duré 3 ans et en fait, on s'est rendu compte que ça a été pas si facile de même en les accompagnant, les accompagnateurs de collectifs, de les aider à mettre cette question-là sur la table. Bon, je n'ai pas encore toutes les réponses il y a des raisons de difficulté, il y en a de plein d'ordres, mais un truc sur lequel je voudrais vraiment insister, c'est que, ce qui était peut-être difficile à comprendre et ce qu'il faut vraiment bien comprendre, c'est que parler du bon travail, de bien faire son travail, c'est pas parler de choses métaphysiques, c'est pas théorique. Et c'est vraiment, se raccrocher à des tâches concrètes, à vraiment, la réalité du travail, quotidien et que c'était ça qui était peut-être aussi compliqué pour les animateurs, c'est-à-dire qu'on ne pouvait pas fournir des outils, bah, voilà maintenant enfin oui, c'est possible, mais c'était pas ça qui nous paraissait pertinent de faire, voilà maintenant on va faire une séquence sur, qu'est-ce que c'est le bon travail pour nous? Oui, on peut faire ça, mais enfin, on peut dans certains cas faire ça et pas dans tous, parce que les collectifs ne sont pas tous prêts à faire un détour et se poser, pour prendre du temps pour faire ça. Mais par contre, ce qui est très fort, c'est si les animateurs ont la capacité à se saisir de toutes ces tâches concrètes, ces mini tensions ou ces futurs points de tension pour dire: «Bah, là, je sens qu'il y a un truc sur, on n'est pas tout à fait tous d'accord sur, qu'est-ce que c'est que de bien entretenir, l'ensileuse?» Pour exemple, voilà, j'ai vu, une animatrice qui, autour de l'ensileuse, elle a fourni des petits post-it, à des agriculteurs et elle leur a dit: «Eh ben, heu faire l'entretien de l'ensileuse, pour vous, quels sont les points que vous allez regarder? Coller des post-it sur les points que vous allez regarder» et après ils ont débattu, autour de ça. Voilà, c'est des choses aussi concrètes que ça, aussi bien, dans le travail avec les machines, dans la façon d'organiser les chantiers en commun, dans tout ce qui est beaucoup dans ce qui est la gouvernance du groupe, dans la façon d'organiser le travail, d'organiser les plannings et cetera, où souvent il y a beaucoup d'informel, qui est plutôt sympa. On se passe, un coup de fil entre copains et on s'arrange et voilà. Alors ça, c'est travailler comme un vieux, hein, parce que c'est qualifié comme ça. De fait, c'est quelque chose qui va tout cet informel, c'est quelque chose qui ne va pas faciliter les entrées justement, l'inclusion de nouveaux, qui ne seront pas, dans ces réseaux, de sociabilité, d'anciens copains ou de choses comme ça. Donc c'est des choses auxquelles, il faut prêter attention. Voilà, donc au final, ce que je peux dire, après coup, c'est effectivement la difficulté, hein, dans les collectifs à la de mettre ces questions-là sur la table. Ce que j'ai dit déjà aussi, c'est que les animateurs, ils doivent se saisir des mini occasions de pouvoir traiter ça de manière extrêmement concrète, que voilà, pas de manière théorique, que je vous partagerai le le nom du site de Coagil où on a proposé un certain nombre d'outils, mais qui sont tous plutôt des occasions, on va dire, de montrer comment à l'occasion d'une situation, concrète, de tension autour du bon travail, bah, des animateurs ou animatrices,
ont pu s'en emparer. Notamment, vous verrez un outil qu'on a appelé la rose des vents et qui, en fait, pourquoi l'image d'une rose des vents, c'est aussi pour montrer que quand on touche, quand on accroche cette question du travail et de la qualité du travail, du bon travail, on va pouvoir tirer un fil, en tout cas c'est ce qu'on encourage à faire, tirer le fil de la pelote et qu'on va pouvoir aller sur plein de dimensions du travail, en fait, et non pas seulement, seulement sa qualité, le seulement étant déjà assez énorme, mais on va pouvoir aller, parce que faire du bon travail, c'est aussi faire du travail qui a du sens pour moi, c'est me sentir reconnue dans mon travail, c'est travailler bien avec les autres, et cetera. Donc ça va aller, dans plein de dimensions de cette rose des vents. Et ça, et puis chaque collectif pourra explorer ça. Tout Et à fait. ça donne des entrées, des bonnes portes d'entrée, comme on dit. Ouais, et peut-être juste un dernier, Le dernier, alors. ouais, vraiment un dernier tout petit point, c'était par rapport à la notion de compétence par laquelle tu me questionnais, sur laquelle on n'est pas rentré dans Coagile, enfin, c'était pas un mot qui nous inspirait, mais au final, on s'est rendu compte aussi que, évidemment, on est compétent sur ce qu'on aime faire, ou réciproquement, hein, on aime faire là où on est compétent, et que surtout, on n'est pas compétent partout, et que ça non plus, c'est jamais parlé dans les collectifs de travail, et que quand on est agriculteur, on est censé savoir tout faire, et que dire ces zones d'inconfort, c'est impossible, et que ça aussi, ça doit être quelque chose qui nous paraît important d'être travaillé pour le bon fonctionnement des collectifs. Et merci Ok, Thomas pour avoir partagé le lien. oui, du coup, il évoquait, je crois, une formation que vous avez fait aussi sur le travail que vous avez fait sur Coagi. Alors, du coup, on va peut-être poser la question à Étienne. Ça fera la transition avec ce qui se passe au sein de sa CUMA. Comment vous transmettez les compétences au sein de votre CUMA? Il est où, Ça Étienne? doit marcher, la C'est connexion, bon, vous l'avez, c'est bon? c'est bon, Étienne. Ouais, alors nous, au niveau des changements dans le conseil d'administration, pour éviter un peu ce que la CUMA ou d'autres CUMA ont pu connaître pendant un temps, c'était des présidents ou des trésoriers secrétaires qui restaient en place des années et des années, et quand ces personnes arrivaient à la retraite, et c'était des postes très compliqués à renouveler. Ça fait déjà un moment que ce système est en place. En fait, on est parti sur des mandats de 3 ans, Alors, Étienne, renouvelables. on était sur les compétences. Là, tu es parti sur la gouvernance. C'est le point qu'on verra Ah, tout à l'heure. pardon. Ah oui, Hein. pardon. Oui, je te posais la question, comment vous transmettez les compétences? Hein, quand il y a des adhérents de la CUMA qui sortent, d'autres qui rentrent, et ben, du coup, les savoirs, les savoir-faire, voilà, hein, tout ce qui tourne autour des compétences. Ouais, ben, enfin, dans la CUMA, au niveau des compétences, il y a des compétences mécaniques, il y a des compétences de gestion, il y a des compétences vraiment très variées. Et comme Hélène le disait tout à l'heure, on ne peut pas être bon partout. Il faut juste savoir l'admettre. Il y a des personnes qui peuvent être mises sur certains postes et qui ne conviendront pas à d'autres. Euh, Si je peux parler par exemple au niveau du conseil, on a des postes présidents, on essaie aussi d'avoir un vice-président. Et pour avoir en fait deux personnes capables de suivre le même poste, quoi, qui se tiennent toutes les deux euh, au, au courant de ce qui se passe, que ce soit en trésorerie, que ce soit en, en direction, en impayé, enfin aujourd'hui il y a des volumes d'argent tellement importants qui sont brassés qu'on est obligé d'avoir un suivi, j'ai envie de dire, plus rigoureux qu'avant, quoi, parce que une personne qui est en difficulté, si elle n'est pas remarquée tout de suite, ça peut vite devenir dangereux pour elle et aussi pour la CUMA si c'est une personne qui a une activité importante au sein d'une CUMA, quoi. Oui, donc, une façon de transmettre les compétences que vous avez mis en place sur votre CUMA, c'est effectivement d'être à deux sur des postes qui sont importants
le fonctionnement de la CUMA. Ouais. On Euh, essaie aussi de donner des rôles à plus de personnes pour diluer un peu leurs responsabilités et pour donner un peu de l'impact à tout le monde, quoi. D'accord. Quand un ancien adhérent s'en va, est-ce qu'il transmet des choses là sur ces aspects, des choses qu'il sait faire au sein de la CUMA? Ce qu'on essaie de faire, c'est qu'une personne qui part à la retraite, j'irai pas jusqu'à dire qu'on lui retire toutes les responsabilités avant de partir, mais on essaye de faire en sorte qu'elle ait réussi à transmettre beaucoup de ses compétences pour que ceux qui arrivent derrière puissent continuer, quoi. Je sais pas Ok. si je réponds bien à la question que Oui, vous... oui, tout à fait. Et du coup, on va peut-être poser la même question à Lise, à savoir au sein de ton GAEC, Lise, comment ça se passe, ces transmissions des compétences, puisqu'on a compris qu'il y avait plusieurs ateliers, et du coup, il y a beaucoup de compétences aussi sur la ferme à transmettre. Oui, alors nous, on a beaucoup de compétences différentes. Ça peut complexifier un peu le truc, puisqu'on a de la transformation fromagère, on élève des porcs charcutiers, on transforme la viande et la charcuterie, on fait du traiteur, on fait des visites pédagogiques, on fait des événements sur la ferme. On est tous... du coup, il y a beaucoup, beaucoup de compétences à avoir. On est aussi nombreux, donc ça permet quand même de réunir toutes les compétences dans le GAEC. Mais c'est vrai que ça peut complexifier un peu la chose. On a surtout aussi ça peut rejoindre un peu ce que Hélène disait avant, on a aussi des compétences très différentes les uns les autres. On a des personnes qui sont très spécialisées et des personnes qui savent vraiment tout faire, c'est-à-dire autant la charcuterie que le fromage, que les foins, que la mécanique, la compta, la traite, etc. Donc il y a vraiment des personnes qui aujourd'hui ont toutes les compétences du GAEC et d'autres qui sont très spécialisées, qui vont avoir qu'une ou deux compétences. Ça peut créer un peu des tensions et des... Enfin, en tout cas, c'est quelque chose qu'il faut bien se dire, et Hélène le disait juste avant, il faut être clair sur qui est capable de faire quoi. Et ceux qui ne sont pas capables de faire certaines choses parce qu'ils n'ont pas les compétences, soit c'est OK, et du coup, on ne leur demande pas de le faire, soit c'est pas OK parce qu'en fait, il y a besoin et dans l'organisation, et du coup, on leur demande de monter en compétences, donc de se former. Et des fois, c'est pas bien clair entre qu'est-ce qui est vraiment nécessaire. Enfin, est-ce qu'il faut vraiment que tout le monde sache faire de la mécanique ou est-ce que deux personnes, ça suffit? Et ça, c'est pas hyper clair. Donc, c'est des choses sur lesquelles il faut qu'on travaille parce qu'on se rend compte que ça crée des tensions du coup derrière. Parce que si moi je sais pas faire de la mécanique, j'appelle l'autre qui sait faire la mécanique. Mais l'autre, il a l'impression du coup d'être un peu celui qu'on appelle tout le temps quand il y a des problèmes et parce que personne n'est capable de le faire. Donc, il faut le clarifier. Et nous, on a aussi choisi du coup d'être en binôme de compétences. Donc, ça veut dire que chaque compétence, elle est maîtrisée par au moins 2 personnes sur le GAEC pour être sûr que le jour où il y a quelqu'un de malade ou qui n'est pas là ou qui est en vacances, etc., il y a d'autres personnes qui peuvent assurer la tâche, la continuité dans la ferme. Et ça permet aussi vraiment de faciliter aussi la sortie. Enfin, quand quelqu'un sort, il part avec ses compétences, mais quelqu'un d'autre les maîtrise dans le GAEC, donc aucun souci, on est tranquille. Donc ça, on y fait vraiment attention. Et la dernière activité créée, c'est l'activité de traiteur sur la ferme. Aujourd'hui, c'est une activité sur laquelle moi je suis. Et par exemple, c'est une activité sur laquelle je suis toute seule aujourd'hui. Donc aujourd'hui, si je m'en vais, l'activité traiteur ne peut pas continuer. Et ça a été pointé aussi. Alors, c'est une activité toute récente, mais ça a quand même été pointé pour se dire, du coup, c'est quand même, il va falloir faire quelque chose là-dessus parce que ça ne peut pas tenir qu'à une seule personne, quoi. Il faut vraiment pouvoir diluer sur plusieurs personnes, sinon on est embêté quand quelqu'un s'en va ou qu'il y a des accidents de la vie, quoi. Donc, on a choisi vraiment de fonctionner comme ça. Ça veut dire que quand on recrute, entre guillemets, des associés, on les recrute aussi par profil de compétences, quoi. Si on a déjà 3 fromagers dans l'équipe, on va peut-être pas, on recrute pas un fromager, quoi. Ça
ça fait qu'on sélectionne aussi quand même les gens sur leurs compétences par rapport à ce qui manque, à ce qu'il y a besoin. Après, la transmission des compétences, elle se fait beaucoup parce que la personne qui arrive, elle va rester 2 ans chez nous avant de s'installer. Donc déjà, en 2 ans, elle a quand même la capacité de monter en compétence sur plein de trucs. Si elle arrive sans compétences, elle est capable en 2 ans de les avoir. Donc nous, la transmission, elle se fait énormément par ça, quoi, en fait, par cette période de test. Voilà, et donc ça veut dire que nous, on est tous prêts à former quelqu'un qui rentre pour lui transmettre les compétences. Et ça veut dire beaucoup de temps. Et c'est compliqué. Enfin, en tout cas, c'est des périodes qui sont compliquées pour nous, où ça nous demande de faire le travail et en plus de former quelqu'un. Donc, en fait, ça nous demande beaucoup plus. Et du coup, c'est jamais trop facile. Donc, ça, quand on fait monter en compétence des gens, on essaye aussi qu'ils fassent des formations à l'extérieur pour que ça soit pas que nous, les formateurs, sur le truc, quoi. Sur la comptabilité, on est plusieurs à faire la compta dans le GAEC avec la FOG. Et pareil, dans l'idée, si quelqu'un reprend la compta derrière quelqu'un d'autre, ben, il va se former avec la FOG et ensuite il sera un peu formé en interne par celui qui lâche le truc. Mais voilà, on essaye quand même un peu ça parce que c'est quand même très chronophage de former. Voilà, quand on est fromager et qu'on forme quelqu'un sur la fromagerie, c'est beaucoup plus compliqué, quoi. On fait sa fromagerie, en même temps on forme quelqu'un, ça demande plus de temps, plus de charge mentale, on va éventuellement avoir des loupés, des erreurs parce qu'on était en train d'expliquer quelque chose et qu'on a loupé un truc sur le fromage, enfin bref, c'est quand même dur. Donc ça aussi, c'est nous sur les compétences, la transmission des compétences, on choisit aussi le moment. C'est-à-dire qu'il y a des moments où on n'en peut plus d'avoir formé des gens, que ce soit des salariés ou des associés, donc en fait on dit ok, là c'est stop. On va passer 2 ans tranquilles, plus ou moins comme on peut avec ce qu'on a comme compétences au sein de la structure. Et puis, on cherchera des nouveaux associés dans 2 ans quand on sera un peu moins fatigué de former. Donc, il y a aussi des bons moments, quoi, pour transmettre les choses et former les personnes. Et j'avais un autre point sur nous, les compétences, elles tournent beaucoup. Et je ne sais pas si c'est pas vraiment établi en fait. Hein. Ça se fait en fonction des personnes qui sont là. C'est pas une obligation, on n'est pas obligé de tourner. Mais finalement, c'est ce qui se passe. Quelqu'un qui est arrivé, il a fait 2 ans de fromagerie. Bah, aujourd'hui, il est sur le pôle élevage, il fait que la traite et le troupeau et puis il fait plus de fromagerie. Inversement, il y en a un qui faisait que la charcuterie viande. Bah, aujourd'hui, il la fait plus du tout, quoi. Et il est sur les foins, la mécanique et la traite. Et ça tourne. Alors ça demande qu'on ait les compétences, mais on a aussi fait en fonction vraiment des feelings des gens. Et il y a des gens qui veulent plus faire de fromagerie, ils en ont marre, ils ont envie de voir autre chose. Et ben c'est ok, tu te formes sur le reste, ou alors tu es déjà formé, et du coup tu peux aller sur le reste. Donc on est un peu, voilà, on a permis ça aussi, d'être flexible pour tourner, pour moins lasser peut-être les uns les autres, ou juste pouvoir découvrir des nouveaux pôles un peu sur la ferme. C'est quand même compliqué de faire ça, hein. Ça veut dire qu'il faut bien transmettre les trucs, ouais. Et en plus, il faut vraiment être de la même vision. Là, Hélène parlait du travail bien fait. Quand quelqu'un lâche la fromagerie à quelqu'un d'autre, il aura pas enfin, il verra, peut-être il trouvera que c'est pas bien fait comme il le faisait. Donc ça demande aussi de bien expliciter ce que ça veut dire bien fait. Et c'est quelque chose qu'on sait pas faire ou qu'on fait pas beaucoup et qui crée des tensions. Donc je pense que là-dessus, il faut qu'on bosse quand même, quoi. Voilà un peu sur le volet vraiment compétences et nous au sein de la structure de comment on gère un peu ça. Et juste un petit point sur nos salariés. Nos salariés, ils ont quand même un rôle là-dedans parce que parfois nos salariés qui restent en fait sur le long terme, eux, ils vont monter en compétence sur des choses et nous, on se retrouve à lâcher des choses, des tâches et des compétences à nos salariés. Ça nous est arrivé. Il faut qu'on fasse super gaffe à ça parce qu'on s'est retrouvé dans des difficultés où on avait fait monter en compétence des salariés et aucun associé n'avait suivi la montée en compétence du salarié. Et le salarié, le jour où il est parti, eh ben, on savait pas faire ce qu'il avait fait, quoi. Enfin, en tout cas, plus ou moins, mais ça nous a demandé de bosser pour que le salarié parte pas avant qu'on ait repris la main sur le sujet, quoi, sur le truc.
Et les salariés sont parfois, voilà, s'ils restent sur le long terme, ils sont investis sur des choses un peu au même titre que les associés. Et il faut qu'on fasse gaffe. C'est super qu'ils montent en compétences, mais il faut que nous, on ne lâche pas la main sur la compétence qu'on a donnée aux salariés. Et ça rejoint un cas qu'on a eu sur un stage test, où on a eu une personne qui était en stage test chez nous, donc pré-installation, quoi, en gros, qui était à fond, qui était partie pour s'installer avec nous. C'était trop bien, on était tous OK, tous partants, il y avait un super feeling. Et la personne, elle a mis en place la traite mobile sur notre ferme, donc un truc très particulier. Ça a demandé d'acheter du matos, de faire des investissements de malade, de réfléchir complètement à un système de pâturage différent. Et c'est lui qui a porté tout ça. Et au bout d'un an, il a dit, en fait, je ne m'installe pas. Je repars, je fais des saisons d'alpage, je ne m'installe pas. Et là, eh ben, nous, on était un peu comme des cons. C'est lui qui avait tout monté, c'est lui qui savait conduire la machine à traire mobile, c'est lui qui. Enfin voilà, plein de choses, quoi. Et nous, on savait plus ou moins, quoi. On n'avait pas autant de compétences que lui. Et là, on s'était dit que c'était un peu chaud, quoi, parce qu'on lui avait laissé investir 40 000 balles pour nous. Enfin, on l'avait laissé mener tout un projet d'investissement, de complètement révolutionner le pâturage chez nous. Et après, il s'en va. Et là, ça faisait un peu drôle, quoi. On s'est dit, mais est-ce qu'on doit vraiment laisser des choses comme ça à des personnes qui sont en stage test? Je crois qu'on avait fait une erreur là-dessus, quoi. Mais voilà, c'était un petit exemple comme ça. Ok. Bah, autant d'exemples qui, moi j'ai l'impression que vous avez appris à gérer les compétences, et non seulement gérer les compétences, mais aussi les appétences et puis l'énergie aussi que chacun peut avoir dans un collectif, et que c'est une vraie compétence aussi, quoi. Ouais. Alors du coup, vous avez sans doute développé des compétences autour de la gestion de la gouvernance. Quand on parle de gouvernance, on parle de mode de pilotage, de régulation. Souvent, ça désigne les règles et les processus qui définissent de quelle manière on va s'organiser. On participe à la concertation, à la discussion, comment on réfléchit ensemble, comment on décide ensemble. Hein, donc, c'est quelque part comment on se partage le pouvoir. Et donc, on a bien vu dans tout le travail qu'on a fait sur Récoltera que c'était une part importante là, du fonctionnement du collectif. Et que là aussi, le sujet de la transmission était vraiment au cœur du sujet, quoi. Du coup, bah, soit tu continues, Lise, soit je prends le témoignage d'Étienne pour nous parler de comment se passe la gouvernance, là. Je parle à Étienne, ça va alterner un peu. Donc, je pose la question à Étienne. Dans votre CUMA, donc, bah, qu'est-ce que vous avez mis en place pour justement faciliter la transmission de la gouvernance? Je crois que tu voulais déjà nous en parler tout à l'heure. Ouais, j'avais un peu anticipé le truc tout à l'heure. Du coup, c'est ce que je disais, nous, depuis peut-être bien 15 ans déjà que ça fonctionne comme ça, on est parti sur des mandats de 3 ans. Donc, chaque personne qui rentre dans le conseil rentre pour 3 ans. Elle peut être reconduite un mandat, donc 6 ans au maximum. Et au bout des 6 ans, la personne sort quoi qu'il arrive, quoi. Ça veut dire que sachant que la première année ou la deuxième, enfin, ouais, les 2 premières années, on évite de confier des rôles majoritaires aux nouveaux entrants. Ça veut dire qu'on reste en général avec un président pas plus de 4 ans de suite, quoi. Parce qu'on se rendait compte qu'avant, que ce soit président, trésorier, secrétaire, les postes un peu principaux dans les CUMA, c'est des postes qui pouvaient durer 15-20 ans chez certaines personnes. Et ça fait presque peur à ceux qui arrivent derrière. Du coup, ils ont l'impression de ne pas du tout savoir de quelle façon reprendre le bébé derrière, quoi, en fait. Les CUMA ont bien grossi par chez nous, que ce soit en termes de matériel et aussi en montant d'investissement pour le matériel, pour un même matériel d'aujourd'hui et d'il y a 10 ans. Tout le monde sait que ça a flambé énormément. Donc, nous, on est parti un petit peu là-dessus. Puis, comme je disais tout à l'heure, on essaie de doubler un peu les postes principaux. On donne aussi d'autres responsabilités à d'autres personnes, comme par exemple la collecte des unités. On veut que ça reste un peu dans nos mains aussi. Après, on travaille beaucoup avec la fédération départementale des CUMA, qui nous aide aussi quand même à gérer tous les cas un peu litigieux.
par exemple pour des défauts de paiement qu'il peut y avoir à plus ou moins long terme. On essaie aussi de se réunir en petit comité, du coup vraiment en bureau, quoi, président, secrétaire et trésorier, plus régulièrement que les conseils d'administration, pour justement être assez précis, connaître la situation de trésorerie, pas en instantané, mais quasiment, quoi, tous les 2-3 mois, on essaie de se faire un point bien précis pour pour pas trop prendre de retard sur ceux qui sont déjà en limite difficulté. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Le fait de changer tous les 3 ans ou tous les 6 ans, si les personnes font 2 mandats, on essaie de faire tourner quand même les adhérents, parce qu'on se rend compte que c'est souvent les mêmes les meneurs et les mêmes les suiveurs, quoi. Donc c'est un peu ce qui est difficile à faire, quoi. Malgré qu'on soit une grosse CUMA, malgré qu'on tourne tous les 6 ans, ben, on a quand même un peu de mal à impliquer tout le monde, quoi. Il y a, sur les 60 adhérents, il y a 20 utilisateurs très, très, très réguliers avec des chiffres d'affaires importants. Donc ceux-là, on arrive à quand même les mobiliser. Pour ceux qui ont moins d'activité, c'est un peu plus compliqué, quoi. Après, l'idée du conseil d'administration, c'est de se réunir une dizaine de fois l'année, je dirais. De ne pas faire la police, j'ai envie de dire. On laisse quand même le pouvoir aux différents groupes d'activité. On a des groupes faucheuses, on a des groupes, je sais pas, épandeurs, ensileuses, tout. Donc c'est ces groupes-là qui gèrent quand même les renouvellements, c'est ces groupes-là qui proposent des tarifs d'utilisation. Nous, au sein du conseil d'administration, on fait juste attention à ce que les montants proposés par les groupes permettent d'honorer les annuités qui sont en cours, quoi. Voilà ce que je peux vous dire. Voilà. Donc, ouais, vous faites attention à ce qu'il y a une autonomie qui est proposée aux différents groupes par matériel, mais vous veillez à l'équilibre d'ensemble. D'accord. Voilà. Donc, il y a un peu plusieurs niveaux de pilotage, quoi. C'est ça. Ok. Est-ce que vous avez des règles particulières pour qu'un adhérent puisse rentrer dans ces différentes instances là, de votre gouvernance? Bah, déjà, non, des règles particulières pour rentrer dans le conseil d'administration, bah, c'est d'être à peu près à jour au niveau, euh, au niveau paiement de facture. Et puis non, il ne peut pas y avoir deux personnes d'un GAEC au sein du conseil d'administration, d'un même GAEC. Et puis, comme je disais, comme ça tourne assez rapidement, ça arrive qu'il y a une personne qui est 6 ans dans le conseil d'administration, elle va sortir 1 an ou 2 ans et elle reviendra quasiment aussitôt, quoi. Ce qu'on aime bien, c'est que les personnes qui sortent soient en mesure de proposer une nouvelle personne pour la remplacer, quoi. On a un vote en assemblée générale et en fait, on a déjà des propositions de nouvelles entrées, quoi. D'accord. C'est Et pas du coup, là, toujours facile, c'est pas toujours facile à faire, mais on essaie de forcer un peu cette chose-là pour que en fait le sortant il s'implique et il se démène pour trouver son remplaçant, quoi. d'accord. Ouais. Ok, ben on comprend mieux ce qui se passe au niveau de votre CUMA. Je vais passer la parole à Lise pour que tu nous expliques sur cet aspect gouvernance, là, comment ça se passe dans ton GAEC. Nous, on a choisi d'être tous associés avec le même nombre de parts sociales. C'est un peu une condition, c'est-à-dire on a décidé que tout associé, dès qu'il rentrait, il avait le même nombre de parts sociales que tout le monde. Donc une égalité des parts sociales. Derrière, donc on a des réunions régulières du GAEC
où on a donc les 4 membres du GAEC présents. Ces réunions, il faudrait qu'on les fasse toutes les semaines. On n'y arrive pas concrètement, parce qu'on a trop de boulot par ailleurs, donc on n'arrive pas à les faire toutes les semaines. Moins on en fait, plus il y a de couacs et de problèmes, de conflits, etc. Et plus il y a de conflits, moins on a envie d'en faire. Donc c'est un peu un cercle vicieux. On s'est redit là récemment qu'il fallait vraiment se forcer à faire cette réunion GAEC toutes les semaines. Donc la réunion c'est à 4 et ça dure 4 heures. Donc c'est quand même des grosses réunions. Elles sont aussi très grosses parce que souvent il y en a une qui saute. Donc voilà, ça fait des grosses réunions. Les salariés sont jamais dans ces réunions GAEC. Par contre, il peut y avoir d'autres moments de réunion où les salariés sont impliqués parce que ça va toucher des domaines où ils sont vraiment impliqués et où du coup on considère que c'est hyper intéressant qu'ils soient avec nous dans les réflexions et décisions qui vont être plutôt du coup de l'ordre technique. Les réunions GAEC, c'est plus de l'ordre stratégique finalement. Ça va être le recrutement de nouvelles personnes, comment gérer l'organisation du travail, la répartition des tâches entre nous, les salariés. Ça va être un peu ces sujets-là. Ça va être des sujets stratégiques de est-ce qu'on développe un nouvel atelier, qu'est-ce que ça demande, est-ce qu'on fait des gros travaux à tel endroit, qu'est-ce que ça implique, et puis les volets financiers, où est-ce qu'on en est financièrement, la trésor, etc. Est-ce qu'il y a des choses à faire, voilà. Ça va être un peu tout ce genre de sujets. Dans cette gouvernance, les personnes qui sont en test chez nous, en stage de test ou en salarié avec une prétention de devenir associé, ces personnes-là, ils vont être intégrés petit à petit dans la gouvernance. Donc, en gros, au bout d'1 an, on va leur proposer de commencer à participer à ces réunions. Ils y participent un peu plutôt en observateur, quoi. Pas trop, ils vont pas prendre de décision, ils sont là en observateur. À l'inverse, les personnes qui ont pris, alors c'est valable quand c'est des départs à la retraite, des départs programmés et pas des départs conflictuels ou inopinés. On a aussi, voilà, le dernier qui est parti à la retraite, il est sorti progressivement de la gouvernance. Alors ça, c'était son choix à lui, c'était pas notre choix à nous. Mais en tout cas, on était OK si lui il avait le besoin de faire ça, nous, on était OK qu'il le fasse. Donc lui, il a souhaité petit à petit de plus participer à ces réunions et de plus prendre les décisions, de plus choisir et de laisser les autres choisir. Et lui, il applique les choix des autres associés, quoi. Ça a été son choix et finalement, moi je trouve que c'était pas mal aussi. Alors des fois, ça crée un peu, c'est un peu bizarre. En tout cas, il faut bien le gérer derrière. C'est que l'associé qui part à la retraite mais qui fait plus les réunions, du coup, il n'est pas au courant de tout. Donc des fois, ça fait un peu des couacs aussi. Il faut vraiment garder le lien quand même, lui dire, bon, on a décidé ça. Quand même, voilà, bien le mettre dans la boucle parce que quand même, il continue de travailler sur la ferme, quoi. Donc, faut qu'il soit dans la boucle, sinon ça fait des couacs, des conflits. Après, cette personne avait aussi souhaité de réduire son temps de travail et c'était aussi ça la progression de sortie finalement. Et voilà, ça s'est fait comme ça. Nous, sur la ferme, on a choisi de se répartir les responsabilités. Se répartir les responsabilités des ateliers et les responsabilités plutôt administratives. Donc, dans nos réunions GAEC, ça nous permet aussi de faire un point de nos différents ateliers. Après, on n'a pas... la gouvernance, elle est quand même très... elle se fait beaucoup... Enfin, nos règles de fonctionnement, elles se font beaucoup au feeling. Et il y a plein de choses qui sont... c'est peu écrit, c'est peu cadré, c'est beaucoup du feeling. Et je pense que derrière, ça peut aussi créer des couacs et créer du flou pour ceux qui veulent rentrer. Ils n'y voient pas trop clair sur les responsabilités de chacun, à quel niveau chacun peut prendre une décision tout seul ou doit la prendre en groupe. Ça, c'est pas clair. C'est pas clair. Donc les nouveaux, ils sont un peu, je pense que ça les met un peu dans le flou et c'est pas forcément agréable. Et à la fois, nous, on n'arrive pas à le définir correctement. Il y a des petites choses où c'est bon, c'est défini, c'est clair, ça pose pas de problème. Et il y a quand même plusieurs moments où il y en a qui disent mais moi j'aurais aimé être consultée pour cette décision, j'aurais aimé donner mon avis. Et en fait, vous l'avez décidé dans l'atelier.
moi, je ne suis pas fromager, mais j'aurais quand même aimé donner ma position. Et ça, on a du mal à définir parce que on a l'impression que il y a beaucoup, enfin, à chaque fois, c'est des cas particuliers. Et à chaque nouveau cas particulier, il faudrait inventer une règle, quoi, ou le classer dans la catégorie décision à prendre en groupe ou décision à prendre par atelier. Et à chaque nouveau truc, finalement, on ne sait pas, quoi. Donc, les règles de gouvernance, elles sont pas hyper claires aujourd'hui. Enfin, elles l'ont jamais été. Donc, on compose avec. Et la difficulté, c'est que quand tout va bien, ben, ça marche de faire comme ça. Et quand ça va pas, ben, là, ça bloque parce que si on n'a pas posé les règles de gouvernance, ben, quand il commence à y avoir des conflits, ben, on n'a rien sur quoi se référer. Donc, c'est des choses où nous, on essaie de bosser là-dessus. Et on se rend compte aussi que pour bosser là-dessus et être plus carré, faire mieux les choses au niveau de la gouvernance, et du coup être mieux en capacité de les transmettre aussi, il faut du temps. Et aujourd'hui, on ne consacre pas de temps à ça. Quasiment pas. Vu que même nos réunions GAEC, elles sont prêtes à sauter dès qu'il y a le moindre truc, ça veut dire qu'on ne consacre pas assez de temps. Et voilà, donc je pense que ça, il faut vraiment qu'on bosse dessus pour clarifier. En même temps, certains associés ont peur que plus on cadre les règles, plus on met de règles et plus on cadre le fonctionnement, plus on cadre les responsabilités, plus ça sera figé et moins ça sera sympa. Donc, il y a des débats là-dessus. Il faut trouver le juste milieu, pas un truc dictatorial et en même temps un truc un peu clair entre nous tous. Et clarifier les responsabilités de chacun, sachant que voilà, on a l'impression qu'à chaque nouveau cas de figure, il faudrait voir dans quelles règles on le met, quoi, comment on le gère, et on n'arrive pas trop des fois à clarifier ça. Et on fonctionne beaucoup par pôle, le pôle fromagerie, le pôle troupeau, le pôle charcuterie viande, le pôle traiteur, le pôle commercialisation. Et dans les pôles, ça peut être un peu fluide, mais globalement, la fluidité, elle se perd un peu, parfois. Et il y a des pôles où il y a beaucoup de personnes. Ah oui, ça aussi, on a quand même, dans la gouvernance, enfin, on avait fait un peu... On a tout essayé. On a essayé des choses où on était très spécialisés, chacun de nous. On a essayé des choses où, au contraire, on faisait tous tout sur la ferme. Enfin, c'était un peu... En tout cas, voilà, il y a eu des essais et on s'est dit que finalement, il fallait être le moins de personnes possible sur un atelier. Parce que plus on était et plus ça complexifiait la communication, on perdait des infos. Enfin, voilà, le pôle troupeau traite troupeau, le pôle élevage. S'il y a 5 personnes dessus qui font la traite, il faut se passer les infos. La vache malade, la vache on a commencé un traitement dessus, il faut suivre. Enfin, moi, je l'avais regardé hier, mais est-ce que toi, tu l'as regardé aujourd'hui? Est-ce que tu as eu le même œil que moi pour regarder l'état d'avancement de cette vache, de comment elle est, de comment elle va? En fait, c'est très compliqué. C'est beaucoup de l'œil, quoi. Donc, on s'est dit, il faut être le moins nombreux possible. Ça sera plus fluide et on y arrivera mieux. Donc ça a été un choix de notre part et on a essayé de le faire, en effet, d'être moins d'intervenants par pôle de responsabilité, mais tout en essayant d'avoir une fluidité, de faire remonter à tout le monde ce qui se passe dans un atelier et les décisions à prendre, quoi. Voilà, mais je pense qu'aujourd'hui, on n'a pas beaucoup cadré ces éléments-là. Oui, c'est là aussi où on voit que la gouvernance rejoint ce dont on parlait tout à l'heure, les compétences et puis l'organisation du travail, donc le faire ensemble, quoi. Ok, ben merci beaucoup pour vos témoignages. Et donc là, maintenant, je pense qu'on va rentrer dans la phase de questions que les participants ont posées. Donc, je vous passe la parole pour un peu la synthèse des questions qui ont été posées, c'est ça? Charles? Ou Muriel? Oui. Alors, oui, il y a eu une première question. Alors, lorsqu'on a abordé le thème des entrées et sorties sur est-ce que, ah oui, je vais remettre ma caméra, ça sera mieux, sympa. Est-ce que un des intervenants pourrait préciser la notion d'espace test pour justement tester en matière d'installation? C'est Jean-Baptiste, vous veux bien répondre. Donc, je crois Virginie, peut-être?
C'était espace Allez, test ou Oui. stage test? Alors, je Ouais, pense que c'est Si ce c'est qui la était question de visé dans Florent, la c'est question. plutôt les STIT, c'est les stages, tests, installation, transmission. Ah, alors c'est peut-être les stages tests. Est-ce que la personne qui a posé la question, qui est Florent Martel, pourrait C'est moi, préciser? ouais. Bonjour. Bonjour. Effectivement, le terme de test amène souvent à des confusions. Là, c'est le cadre du stage test, installation, transmission. Donc, les stages de préinstallation. Je ne sais pas si ça a le même nom dans chaque région. En tout cas, en Auvergne-Rhône-Alpes, ça s'appelle comme ça. Et c'est la période qui permet de tester une association ou une transmission. Voilà. Donc, c'est un cadre, effectivement, qui permet un accompagnement d'une structure et un financement de la personne qui est stagiaire sur la ferme. Et donc, c'est un cadre qui a pour objectif notamment de tester la réalité du travail sur la ferme, mais qui est dans un cadre de travail de 35 heures, heures dimanche, voilà. Donc, on se retrouve dans ces difficultés où on met en place un cadre légal et après, les gens font ce qu'ils font pour tester la réalité. Mais je ne sais pas s'il y a d'autres dispositifs, du coup, qu'on retrouverait C'est au niveau national. c'est plus une réaction qu'une question, en fait, ce que tu dis, Florent. Est-ce qu'il y a une question ou c'est un partage c'est un retour, en fait? Alors, c'est à la fois un retour et ma question était, est-ce qu'on va parler des dispositifs pour savoir s'il en existe d'autres peut-être plus pertinents? Ah, ok. Alors, En fait, je peux prendre la parole quelques minutes? oui, très Ouais. rapidement. Ouais, très rapidement. Ok. Mais je partage le constat en fait de ce que tu dis, c'est que les dispositifs, en fait, les dispositifs, ils ont tous un biais par rapport au fait de pouvoir tester en conditions réelles. En fait, c'est que par exemple là, ce que tu donnes sur le cadre légal du temps de travail, ben, ça, on l'a pour tous les dispositifs, que ça soit stagiaire ou salarié. Donc, si tu veux pouvoir te tester par rapport à la charge de travail, du coup, ça va être plutôt des choses de type associé avec peu de parts sociales, associé simple apporteur en industrie, ou les choses avec des contrats plutôt où tu es ton propre. Du coup, tu prends un propre statut d'entrepreneur, entrepreneur salarié ou entrepreneur cotisant solidaire avec un contrat d'entraide, en fait. Mais en fait, aujourd'hui, enfin, moi, le sentiment que j'ai et que je partage avec toi, je pense, c'est qu'il y a plein. Chacun de ces dispositifs présente des avantages et des inconvénients et qu'au final, bah, c'est pour ça que j'ai insisté sur le fait de dire qu'est-ce qui est dans le choix du dispositif, c'est aussi vraiment de qu'est-ce qu'on veut le plus, du coup, qu'est-ce qui va être déterminant dans le choix du dispositif, en fait, parmi les différents existants. Voilà. Et parler un tout petit peu du droit à l'essai, c'était l'idée de pouvoir être associé stagiaire dans un GAEC ou une ERL ou une SCEA, comme tu peux être administrateur stagiaire dans une CUMA, en fait. Et du coup, ce qui permettrait d'avoir une égalité de droit sans les engagements financiers d'être déjà pleinement associé. Merci. Ok, merci. Alors, ensuite, il y a eu une question sur quid de la compétence pointue concernant la conduite du méthaniseur. Alors, c'était peut-être pour Lise. Alors, nous, on n'a pas de méthaniseur, mais Alors, on a c'était des pas pour compétences Lise. pointues sur Oui, c'est d'autres ça. trucs, mais heureusement, peut-être Ouais. pas encore de méthaniseur. Oui, on peut généraliser en disant comment on fait pour transmettre une compétence pointue, quoi. Comme il peut y en avoir en fromagerie ou en mécanique. Oui, et là-dessus, oui, c'est le cas. C'est le cas. Il y a des compétences pointues et finalement, plus c'est pointu, moins il y a de personnes qui ont la compétence. Enfin, en tout cas, c'est ce qui se passe chez nous, c'est ce qu'on voit. Donc là-dessus, nous, la réponse, c'est il faut absolument qu'une autre personne monte en compétence sur cette compétence, même si elle est pointue, qu'elle paraît inaccessible et qu'il va falloir se former pendant 1 an. Enfin voilà, en tout cas, c'est le deal. Il faut absolument que plusieurs soient compétents sur sur un même truc, quoi. Au moins 2 personnes, quoi. Voilà.
Et je vais juste réagir sur un élément, mais même si c'est un investissement, comme tu l'as dit tout à l'heure, Thierry, le fait de considérer l'atelier collectif, l'atelier humain comme un atelier à part entière dans une ferme et le fait de l'entretenir et de mettre des moyens en face à l'entretien comme on entretiendrait un tracteur, pardon. Le fait d'investir dans la mise en place de fiches, process, procédures, etc., sur ces compétences-là techniques, même en cas d'accident, de la vie qui peut arriver dans une ferme, ça permet de ne pas complètement perdre, même s'il y a plein de choses de l'ordre de l'oralité, du petit détail qui ne seront pas notés dans ces documents-là. Mais en tout cas, ça fait une première matière sur comprendre comment ça fonctionnait et ne pas perdre toute cette mémoire et ce savoir, même si c'est un gros investissement. Ok, merci. Miguel? Oui. Alors, Charles? oui, bah, on avait une autre question qui est celle de savoir si, lorsqu'on accompagne et une sortie et une entrée, puisqu'il y a un renouvellement qui peut être un peu qui peut être concomitant. Est-ce qu'une personne qui accompagne cette entrée, cette sortie, est-ce que ça peut être la même personne ou est-ce qu'il faut que ce soit deux personnes différentes? Alors, je ne sais pas qui souhaiterait répondre à ces questions. Je pense que les deux sont possibles. Sixtine, oui. Céline, peut-être? Je me dis que sur le... Nous, on a les deux cas de figure. Nous, déjà, Oui. en fait, il y a un préalable quand on accompagne les collectifs, c'est qu'on dit toujours qu'on est au service du collectif et non pas qui prime avant toute chose au-delà des individus. Donc, s'il y a des situations de tension, de conflit, etc., l'idée, c'est vraiment d'être au service du collectif et pas au service d'un individu. Voilà. Donc, on pose ce préalable-là, donc ça permet aussi de mesurer. Après, en fonction du niveau de tension et de conflit, on a de la chance dans des fermes partagées d'être plusieurs accompagnatrices et du coup, on peut se permettre d'avoir une personne qui accompagne un des associés et une autre l'autre. Ça demande des temps de coordination importants au sein de l'équipe. Après, pour la transmission, etc., ça oblige, on reste sur une posture d'accompagnement, donc de neutralité, même si il y a toute la partie subjectivité, mais en tout cas, de ne pas être parti pris. Mais il y a des collectifs où même avec des tensions, c'est la même personne qui fait l'accompagnement l'ensemble des... Donc, ça va vraiment dépendre des personnes, des individus, des associés du collectif. Voilà. Et puis, on fait de l'analyse de la pratique pro. Donc, c'est bien aussi pour pouvoir prendre du recul sur nos pratiques d'accompagnement et de pouvoir débriefer de ces cas-là et de ces difficultés qu'on pourrait... Voilà, c'est notre métier d'accompagner. Merci beaucoup. Merci Céline. Alors ensuite, il y a eu une remarque, mais qui pourrait renvoyer à une question, c'est est-ce que la gestion du collectif, il ne faut pas le traiter comme un atelier comme un autre? Et ça peut renvoyer à la question de comment on peut faire justement pour sanctuariser ces moments d'échange au niveau du collectif. Alors Lise l'a un petit peu abordé avec les réunions hebdomadaires. Est-ce qu'il y aurait des compléments par rapport à ça? On peut avoir ce sentiment que ça pourrait être un pôle à part entière, un atelier à part entière, la gestion du collectif, au même niveau que la fromagerie, la charcuterie, le troupeau, le pôle d'élevage, etc. On a quand même une difficulté de réalité qui est que économiquement, il faut que chacun de nos ateliers ou de notre temps de travail soit rentable, entre guillemets, enfin, apporte, puisse servir économiquement à la ferme. C'est ce temps pris pour le collectif, c'est pas du temps économiquement, qui va rapporter quelque chose à la ferme, c'est pas du temps de production, mais c'est du temps qui va faciliter globalement
la structure et donc forcément, ça aura un impact sur notre vie et donc notre vie économique de structure. Mais je vois que quand même, on a beaucoup de mal en fait. On a beaucoup de mal à pouvoir se dire, si un associé prend un jour par semaine pour la gestion du collectif, c'est du temps non productif et c'est OK. Ben, en fait, non, c'est pas OK pour tout le monde. Et c'est la réalité économique qui nous rattrape aussi parfois à se dire que prendre du temps prendre du temps, financer de l'accompagnement, avoir tout ce temps non productif, mais qui est à la fois essentiel, mais qui est non productif, et bien là-dessus, on a vachement de mal à se dire ben, c'est OK quand même, ou c'est OK dans une certaine mesure, et donc il faut quand même y aller. Parce qu'aujourd'hui, on est un peu ric-rac, quoi. On est ric-rac dans le temps de travail, on est ric-rac sur le fait que, eh ben, il faut tout ça, il faut tous nos ateliers, il faut toute cette rentabilité aujourd'hui qu'on a sur la ferme pour arriver à tous se payer correctement. Et donc, rajouter aujourd'hui du temps de travail, ou en tout cas détacher quelqu'un de certaines tâches et de responsabilités pour pouvoir avoir du temps là-dessus, comment on le gère, quoi. Ça veut dire qu'il faut que nos ateliers soient encore mieux rentables pour pouvoir financer du temps, entre guillemets, avoir quelqu'un qui a du temps consacré à ça. Il faut que tout le reste soit hyper rentable pour qu'on puisse le faire. On a un peu cette vision aujourd'hui où c'est chaud quand même, quoi. Il faut arriver à maintenir le truc économiquement pour que aussi ça se passe, quoi, en fait, et pour qu'on continue d'y être tous et de se payer avec quelque chose qui nous permet de vivre derrière, quoi. Donc, c'est un peu un jeu entre tout ça et où quand même on se dit bien, mais bien sûr que c'est important. En fait, on n'a pas le choix d'avoir du temps consacré à ça. Oui, on n'a pas le choix, mais est-ce qu'on arrive à le faire derrière? Ben, c'est pas évident, quoi. Le truc entre les deux est pas évident. Blandine qui voulait réagir. Oui, merci. Oui, j'abonde dans le sens de Lise, hein. C'est vrai que je suis accompagnatrice de collectif. Voilà. Effectivement, il faut que les associés puissent avoir envie et l'énergie pour effectivement investir. Moi, j'ai remarqué que j'essaie de faire mettre en place dans les collectifs que j'accompagne, que ce soit les sociétés purement agricoles, GAEC, EARL ou Meta, Magasin, Cuma, une personne dédiée justement à un rôle, quoi, dédié à bien vivre le groupe, quoi, en fait. Et c'est lui qui a cette responsabilité. Style, Lise, tout à l'heure, quand tu abordais la notion, ben voilà, l'été, on court, on n'a plus personne, on ne fait pas nos réunions, et on arrive à l'automne, enfin voilà, c'est plus tendu. Et ben il y a une personne qui est en charge de ça, dire, hop, hop, les gars, on se met autour de la table, on prend le temps. Voilà, moi j'essaye de faire mettre ces rôles-là, ça fonctionne plutôt bien, mais ça fonctionne plutôt avec les groupes qui ont déjà vécu une bonne crise, quoi, et qui se sont fait un peu peur. Voilà. Mais par contre, voilà, moi je mets ça parce que je trouve que ça marche bien. Par contre, c'est comme dans les autres responsabilités laitiers, production, mécanique ou fabrication, ils ont un rôle défini et reconnu par tout le monde. Jusqu'où ils peuvent aller, est-ce qu'ils ont autorité, entre guillemets, ou autorisé à dire attention, là on se pose parce que je ressens de la tension. Et pour compléter ce que vous avez dit, j'essaye, et ils essayent, le collectif, de faire ressortir celui qui est plus propice à ça, à animer le groupe, à célébrer en fin d'année ce qui s'est bien passé, le repas de fin d'année avec tout le monde et autres, et qu'il a envie, et que ça tourne aussi, pour pas que ce soit une charge portée, parce que j'ai pu observer ça, il y en a qui prennent ça en charge, ils adorent, ils ont cette appétence, mais sur 5-6 ans, ça peut peser. Voilà, j'ai dit. Merci Blandine. Alors, je pense que nous avons fait le tour des questions. Je crois qu'il y a Céline Riolo qui veut intervenir, compléter peut-être. Simplement, mais après, à voir comment. Je sais que nous, dans les fermes, alors elles sont affiliées plutôt au CAPIAT, mais elles utilisent beaucoup le dispositif de formation interne. Du coup, ce qui est un dispositif de financement, du transfert de compétences. Tout à l'heure, tu parlais notamment du fait de passer beaucoup de temps à transmettre les compétences à des nouveaux salariés, etc. Du coup, de mobiliser des fonds pour… alors, ça n'empêchera pas que ça prendra plus de temps, mais en tout cas, ça va venir indemniser une partie de ton temps de travail qui est consacré à des dossiers. C'est un peu fastidieux à monter, mais la reproductibilité, après, est intéressante en cas
de salariés et transmission fréquente des compétences. Et donc, Ok. je pense que nous avons fait le tour des questions qui étaient posées. D'accord. Il y a sans doute plein de questions qui Oui, d'autres, peuvent mais continuer à affluer, mais le temps nous manque et puis on arrive à la fin de ce webinaire. Peut-être la toute dernière intervention de Lise, très courte. Oui, je voulais juste rebondir sur ce que Blandine venait de dire, où nous, on a les temps conviviaux et s'assurer que quelqu'un prenne un peu soin du groupe. C'est des choses qu'on fait quand même, qu'on fait beaucoup. Mais par contre, c'est vrai qu'on n'a pas forcément désigné quelqu'un qui se charge de ça. Et donc, parfois, il y a un peu un flottement. Quand tout le monde court, bah ouais, il y a un flottement, personne s'en occupe vraiment et du coup, personne relance « Eh oh les gars, en fait, il faut qu'on se voit là ». Et tout le monde attend que l'autre le fasse. Et du coup, à la fin, c'est jamais fait. Et je pense que là-dessus, il faut vraiment définir ça. Et même si c'est une seule personne qui se charge de ça, en fait, c'est pas grave, quoi. C'est pas grave que ça soit qu'une personne. Au moins, ça se fait, quoi. Et moi, je vois que dans les temps conviviaux qu'on met en place, c'est toujours hyper apprécié. C'est des moments chouettes. Mais si personne s'en charge, quoi, bah, ça se fera pas, quoi. On ne prendra pas le temps de le faire. Ok, merci. On en reste là sur les questions. Peut-être les gardiens du temps, là, il nous reste du temps ou pas? C'était peut-être moi le gardien du temps d'ailleurs. 2 minutes. Donc on n'aura pas le temps de refaire un petit tour de table des différents témoins et intervenants pour qu'ils nous disent qu'est-ce qui était important pour eux sur toutes ces histoires de transmission là, qui prennent en compte le fait humain. Peut-être juste vous rappeler quelques échéances. Notamment le fait qu'on fait un séminaire de fin du projet Récoltera en présentiel. Ça va être le 7 novembre prochain à Paris. Il y a encore quelques places. Donc, si vous êtes là ce jour-là ou si vous avez vraiment envie de venir à Paris ce jour-là, eh ben, n'hésitez pas. On passera en revue un peu tout ce qu'on a pu observer et tous les livrables qu'on a pu produire aussi suite à ces observations et puis au travail de réflexion qu'on a fait entre les différents partenaires, là, les 11 partenaires du projet. Donc, il y aura pas mal d'ateliers très intéressants et puis d'autres témoignages comme on a pu en vivre aujourd'hui. Et puis, il y a un 4e webinaire où on présentera, si vous ne pouvez pas venir à Paris en présentiel, on présentera les livrables du projet. Donc, vous avez la date, l'heure, on vous fera repasser une description aussi pour y participer si vous y tenez. Et puis, voilà, c'est les principaux rendez-vous qu'on a sur le projet Récoltera. On a encore pas mal de travail à faire pour finir tous les livrables et tout ça, parce qu'il y a plein de choses très intéressantes à exploiter. On va produire des choses aussi qui permettront au collectif d'aborder cet aspect transmission, soit en autonomie, soit en se faisant accompagner, parce qu'on a vu aussi l'importance de l'accompagnement sur des phases un peu clés quand on aborde les transmissions. Il nous reste sans doute à remercier particulièrement les différentes personnes qui ont témoigné et qui ont amené beaucoup de matière à ce webinaire. Juste peut-être pour vous dire que tout ça est enregistré, on l'a déjà dit au départ, mais on mettra en disposition de tout le monde. On renverra l'enregistrement à tous ceux qui étaient inscrits. Et puis après, vous pourrez le diffuser aussi largement autour de vous, voilà, dans des semaines à venir. Les autres partenaires, est-ce que vous avez quelque chose à rajouter? Merci à tous ceux qui ont participé aussi à la construction, à l'organisation de ce webinaire. Et puis à tous ceux qui ont participé, vous étiez très nombreux. Donc ça nous donne du baume au cœur et ça nous donne de l'énergie pour poursuivre et finir ce projet. Merci à vous tous.